Salut, alors aujourd'hui, plutôt que de faire des simulations directement, j'ai préféré finalement faire un épisode sur comment choisir le type d'enceinte que l'on veut faire en fonction de ses contraintes et le matériel qu'on a. C'est pas disons, un chemin tout droit, quand on a ça et c'est bon. C'est plus embêtant que ça parce que on part souvent avec des contraintes qui sont différentes. On peut se retrouver avec une contrainte de place. Voilà, je peux pas faire une enceinte plus grosse que ça. On peut avoir déjà acheté et trouvé des haut-parleurs qu'on voulait avoir depuis longtemps et c'est eux qui vont conditionner le type d'enceinte qu'on va vouloir. On peut avoir des contraintes, je veux que ça descende jusqu'à 20 Hz, par exemple. On peut avoir différents types d'approches et donc ces approches-là vont conditionner les haut-parleurs et après l'enceinte, ou vont conditionner d'abord l'enceinte et après le choix du haut-parleur. Donc c'est pas aussi direct que ça. Néanmoins, sur les cas de figure, de toute façon, il y a toujours les mêmes règles qui vont s'appliquer, parce que la règle physique, on ne peut pas tourner autour. Alors, en gros, il y a vraiment deux types d'enceintes. Bon, il y en a plein totalement exotiques, mais on peut vraiment séparer sur deux types d'enceintes. Les enceintes avec des haut-parleurs seuls, c'est-à-dire des haut-parleurs actifs branchés sur des amplis, et puis c'est tout. Et des enceintes où il y a des haut-parleurs, plus des systèmes mécaniques additionnels, qui sont des résonateurs, et qui viennent ajouter leur contribution au résultat final. Le problème, c'est qu'on peut souvent ne pas choisir, pouvoir utiliser certains types, parce que soit on n'aura pas de grave, soit on aura des résonances, soit on aura quelque chose de trop gros, soit c'est pas adapté. Et donc, la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qui sera le mieux. Il ne faut pas oublier que de toute façon, on va tomber que sur des compromis, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, et quand on a le choix entre plusieurs choses, il y a toujours un choix qui va être meilleur sur certains critères et moins bon sur d'autres, par rapport à celui d'à côté. Donc c'est toujours un moyen de sous-peser le pour et le contre, etc. Néanmoins, il y a quand même des règles qu'il ne faut pas essayer de transgresser, parce que de toute façon, on va se retrouver avec des ennuis. Donc, d'abord, on va commencer à s'intéresser à tout ce qui est enceinte avec des haut-parleurs standards uniquement. Alors, le plus simple, c'est le baffle-plan. Le baffle-plan, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est une planche, un haut-parleur. Voilà. Et on branche et voilà. Alors quand on n'y connaît rien et puis qu'on ne veut pas s'emmerder, on fait ça. Le problème, c'est que souvent ça ne marche pas. Et puis, si on veut essayer de le faire marcher, il faut que ce soit gros. Tout simplement parce que le souci majeur de ce truc-là, c'est qu'il y a une interférence entre l'onde arrière et l'onde avant. Parce qu'il n'y a rien qui empêche le son de passer de l'autre côté, de part et d'autre de la planche ici. Et ça, c'est difficile à maîtriser. Alors, on peut facilement deviner quel style théoriquement de courbe de réponse on a ce genre de truc. En fait, si je gradue en fréquence, si je vais être en fréquence linéaire avec le niveau, bon, à 0 Hz, on va avoir rien. Tout simplement parce que la dépression qu'il pourrait y avoir ici par rapport à une compression là sont totalement équivalentes et le résultat final, c'est qu'il ne s'est absolument rien passé dans la pièce. Simplement, on a une membrane qui a bougé. Donc, on a 0 Hz. Après, bon, ce qui va se passer, c'est que le niveau va monter, après il va redescendre, il va monter, il va redescendre, il va faire ça. Qu'est-ce qui va se passer ici? On a une certaine fréquence là. En fait, ce qui va se passer à cette fréquence-là, on a ici, admettons à un temps t, on a eu une compression là, donc une dépression ici. Ensuite, une demi-période plus tard, en fait, ça va passer dans ce sens-là, et ici, ça va passer dans ce sens-là. Et à cette fréquence-là, en fait, le premier truc, la dépression, en fait, elle a eu le temps de faire le tour, ici. C'est-à-dire que la longueur de propagation ici correspond à la longueur d'onde sur 2. Et pendant ce temps, pendant que ça s'est baladé ici, ici, le haut-parleur, il a eu le temps de passer de l'autre côté, passer à la demi-période de l'autre côté. Et donc ici, comme c'était une dépression, à la période d'après, ici, on va se retrouver avec l'opposé, et donc il va y avoir une accumulation entre la demi-période d'avant et la demi-période en cours, et le fait que ici ça a mis un certain temps, ici on va avoir une demi-période dans l'autre sens, et on va avoir une accumulation de deux ondes, dont une qui a été décalée dans le temps d'une demi-période. Ici on se retrouve avec une demi-longueur d'onde. Donc ici on a une accumulation par rapport au niveau standard, on va dire 0 décibel, du haut-parleur s'il était dans une salle complètement absorbante. Donc ici, on va se retrouver avec une succession en fonction des fréquences
une succession d'annulation, d'accumulation d'ondes en fonction de la longueur que va prendre l'onde ici et de sa longueur d'onde, de sa fréquence. Alors ici, quand on va être à lambda, ici, il va attendre une période avant d'arriver et donc ils vont se détruire parce que l'onde arrière qui est en opposition de phase va se détruire avec l'onde avant qui est une période plus tard, donc dans le même sens, et qui va se faire une destruction, on va dire. Bon, ici, c'est pas à zéro parce que le système n'est pas parfait, mais sinon, effectivement, on se retrouverait avec zéro, une annulation exacte. Mais bon, en pratique, ça fait plutôt ça. Néanmoins, en pratique, en plus, ça ne fait même pas ça parce que le système, il est dans une pièce et puis ça ne fait pas ça. On retrouve difficilement ce genre de truc pour des raisons diverses et variées. Déjà que c'est dans une pièce, donc il y a tous les murs autour qui vont jouer. Et en plus, les baffles-plans, en général, ils sont pas ronds, donc ils sont carrés ou rectangulaires. Donc, selon les dimensions, il va y avoir des annulations sur différentes longueurs d'onde. Donc, on va se retrouver avec un système extrêmement difficile à maîtriser, qui finalement n'a pas de base du tout par court-circuit acoustique. Donc, franchement, c'est un truc, je ne vois absolument pas l'intérêt. Donc, d'une manière plus classique et plus courante, il y a le style d'enceinte clos. Donc, c'est l'enceinte avec le haut-parleur et elle est complètement fermée. Voilà, donc ça, c'est l'enceinte close. L'enceinte close, c'est le système le plus simple. Il est d'ordre 2, il a la meilleure réponse impulsionnelle, c'est facile à fabriquer, c'est qu'une boîte et il ne faut pas de fuite. Et voilà. Donc, on peut imaginer plus simple. Et en plus, c'est un système qui est facile à corriger si le haut-parleur le permet. Alors, maintenant, le problème, c'est quand est-ce qu'on peut utiliser un haut-parleur seul? Quelles sont les caractéristiques du haut-parleur qu'il faut pour pouvoir utiliser en clos? Alors, la réponse est simple, c'est que tous les haut-parleurs pourraient être utilisés en clos, sans problème. Sauf que certains sont plus adaptés que d'autres parce que certains vont descendre mieux que d'autres à une fréquence de résonance donnée. Le facteur clé ici, ça va être le QTS. C'est lui qui va être un indicateur. Alors, il y a différents indicateurs qui permettent de dire quand est-ce qu'un haut-parleur est préférable en clos ou pas, ou peut-être utilisé avec un résonateur. C'est ce paramètre-là qui va être prépondérant, ou d'autres paramètres qui sont des formules pareil, qui servent à savoir dans quelle zone on se travaille. Mais bon, ça je reviendrai après, une fois que on va regarder ça, on verra après quand est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre. Le haut-parleur seul, lui, on peut foutre un haut-parleur clos, n'importe lequel, on peut mettre n'importe lequel, et puis voilà, on aura ce qu'on aura, et puis c'est tout. On n'aura pas de mauvaise surprise, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément quelque chose qui aura des grosses résonances ou des choses comme ça. Et ça, c'est justement le souci qu'on peut avoir avec le style d'enceinte avec des résonateurs. Alors, ce deuxième type d'enceinte, alors lui, il nécessite un système additionnel mécanique. Et ce système mécanique, lui, va suppléer au haut-parleur, sachant que le système mécanique est indépendant du haut-parleur. Il a ses caractéristiques propres et c'est le mix des deux caractéristiques haut-parleur et résonateur qui font le résultat final. C'est un degré de liberté supplémentaire. Ah. D'une manière purement premier abord, c'est vraiment quelque chose qui est très simple à comprendre. Simplement, on a un haut-parleur qui met comme ça. On essaie de lui adjoindre un système mécanique qui aurait une courbe de réponse comme ça. Et puis, le résultat final, c'est la somme des deux. Donc, on va se retrouver avec un truc comme ça. Et puis, on va se retrouver avec quelque chose. Si on a mis ça dans des fréquences plus basses que les fréquences naturelles du haut-parleur, on a étendu la courbe de réponse dans les basses. Avec un système mécanique additionnel. Alors ça, c'est... Première vue, ça a l'air évident, mais c'est pas aussi évident que ça, parce que comme un système mécanique qui n'est pas alimenté en énergie en soi, il est juste... il bouge simplement avec le haut-parleur lui-même. Comment il peut avoir du niveau alors que le haut-parleur, lui, n'en a pas? Ce qui est tout à fait étrange comme truc. Dès qu'on commence à regarder un peu plus près, on trouve que c'est quand même bizarre d'avoir quelque chose qui émet du son, alors que le haut-parleur n'en émet plus. Vu qu'on veut utiliser ce haut-parleur-là, justement, enfin ce système-là, justement pour suppléer un manque vu du haut-parleur. C'est bizarre. Donc on verra ça après. Mais pour l'instant, on va déjà voir les différents types d'enceintes à résonateur, les différents types de résonateurs utilisables ici. Alors, le plus courant, et le moins facile à imaginer en fait, c'est le basse réflexe. Le basse réflexe, comme tous les systèmes à résonateur, c'est un système dit ressort-masse. Masse-ressort. C'est-à-dire c'est un système
qui est élastique et qui a une masse. Donc comme c'est un système masse-ressort, il a une fréquence propre. Alors il faut vraiment imaginer ça comme une masse à un ressort. Il faut prendre un ressort avec une masse au bout. Quand on tire dessus et qu'on le lâche, il va bouger à une fréquence donnée. Quand il est immobile et qu'on le fait bouger, quand on le fait bouger très lentement, ben, il y a tout le système qui suit. Donc la masse suit la source. Quand on le fait bouger très rapidement, la masse ne bouge plus, le ressort amortit tout. Et quand on est vraiment à une fréquence particulière, un petit mouvement sur le système fait que le système va avoir son amplitude qui va grossir avec le temps. Si on fournit quelque chose qui dépasse les pertes du système, on va avoir un système qui va devenir de plus en plus excité, qui risque, pas de se détruire, mais partir en sucette, quoi. Et donc, c'est un système qui va accumuler de l'énergie au fur et à mesure, et d'une manière plus efficace à certaines fréquences, sa fréquence propre, et avec un peu d'excitation, on a quelque chose qui peut bouger beaucoup. C'est là qu'on peut voir comment un haut-parleur qui bouge peu peut faire exciter un système qui va faire du son. Simplement, il faut un certain temps pour le faire. Et le système va accumuler de l'énergie par le haut-parleur qui en fournit un peu à chaque période, et le système va accumuler de l'énergie de plus en plus, et va fournir un son. Donc, le principe ressort-masse, il y a plein de moyens de l'obtenir. Alors, le basse réflexe, c'est un moyen de l'obtenir. Alors, c'est quoi le basse réflexe? C'est vraiment simple, c'est un haut-parleur avec un volume V, et on a un volume ici, ça s'appelle un tuyau, ce qu'on veut, un volume V d'air. Et l'air, c'est quoi? L'air, c'est compressible, ça se comporte comme un ressort, et ça a une certaine densité, donc c'est une masse. Donc, c'est cette portion d'air dans le tuyau, ben, c'est une masse, et le volume interne ici, c'est le ressort. Donc, le tout forme un système masse-ressort. C'est ce qu'on appelle le résonateur de Helmholtz. C'est un volume et un tuyau dont le volume est petit par rapport à l'autre, si on veut rester vraiment dans les conditions d'origine, et ça a certaines caractéristiques. Et ça a une fréquence propre d'oscillation qui est liée au volume, qui est liée à la longueur et qui est liée à la surface de l'élément. Donc c'est un moyen de le faire sans matériel particulier à part un trou et un tuyau. Alors ça, c'est vraiment un système masse-ressort. L'avantage de ça, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que la longueur du tuyau, sa surface et tout ça, c'est de la construction. On peut faire, à la limite du volume de l'enceinte près, on a une latitude de calcul et de réglage qui est sans limite apparente. Sauf que l'air, c'est léger. Alors pour obtenir des masses mobiles d'air élevées, c'est-à-dire descendre bas, c'est difficile. Le résonateur de Helmholtz, il descend d'autant plus bas que la longueur est grande, que la surface est petite et que le volume est gros. C'est pas top comme règle. On aurait bien voulu que ça descende plus bas en mettant une grosse surface, en gardant un élément court avec un volume faible. Mais malheureusement, la réalité fait que les vents, si on veut accorder bas, ben, il faut un évent long, il faut un volume assez gros. Si le volume est plus gros, l'évent sera plus court. Donc si on a une enceinte compacte avec un évent qu'on ne veut pas trop long, l'accord bas va être difficile à faire. Il va falloir réduire la surface. Et si on réduit la surface, on a des problèmes d'écoulement. Et là, le basse réflexe ne marche plus. Mais disons, c'est un moyen d'obtenir un système masse-ressort. D'une manière totalement équivalente, plutôt qu'avoir de l'air et une suspension qui est l'air de l'enceinte, on peut utiliser un autre haut-parleur. On a le haut-parleur d'origine et on a un haut-parleur ici. Pas besoin d'aimant, pas besoin de rien, il y a juste une membrane. Et la suspension du haut-parleur ainsi que le volume d'air ici et la masse du haut-parleur se comportent exactement de la même manière. Sauf qu'ici, on peut atteindre des masses beaucoup plus élevées dans un volume plus réduit. C'est l'avantage du haut-parleur passif. Alors, il y a des moyens d'avoir quand même des réglages sur ça, parce que malheureusement, le haut-parleur passif, une fois qu'on l'a, et on peut guère changer quoi que ce soit. Mais il existe quand même des moyens de régler ça. Certains haut-parleurs passifs, ou une vis à l'arrière, on peut mettre des masses différentes. Donc on peut atteindre des masses assez importantes, on peut atteindre le kilo pour des gros haut-parleurs passifs. Donc on joue sur la masse. Mais ça reste relativement limité au niveau du truc. Il existe un autre moyen de faire, c'est de prendre le haut-parleur conventionnel et de mettre un système électrique sur la bobine mobile. Parce que là, on modifie l'amortissement et on modifie les caractéristiques du système. Donc on peut obtenir quelque chose
de réglables. Mais alors là, c'est beaucoup plus difficile à évaluer ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il faut mettre sur le haut-parleur pour avoir ce qu'on voudrait. En général, on ne le fait pas. C'est plutôt rare. Mais si on a des haut-parleurs en rab conventionnels, on peut très bien utiliser un haut-parleur standard. Bon, les noms ne servent à rien, la bobine non plus. Mais bon, le haut-parleur passif, c'est un moyen simple d'obtenir une masse mobile plus importante. Et donc, éventuellement, résonner beaucoup plus bas qu'un évent. Et ça permet d'avoir des enceintes compactes. Parce que l'évent, lui, il prend beaucoup de place. L'évent du basse réflexe, ça prend beaucoup de place. Ça, on peut faire la même chose avec beaucoup moins de volume. C'est juste un haut-parleur. Et on n'a pas de problème d'écoulement, ce qui est le problème majeur du basse réflexe. Alors, il existe une variante du haut-parleur passif qui est due à Earl Gates, qui est ce qu'on appelle le levier acoustique. Alors, c'est un haut-parleur passif, mais qui est plutôt malin et qui a des caractéristiques encore plus intéressantes, même si ça reste quand même un haut-parleur passif. Alors, on a un haut-parleur conventionnel et ici, on a un haut-parleur spécial avec deux membranes, une petite et une grande, qui sont reliées entre elles. Et ça, c'est clos. Ça, c'est un haut-parleur. Donc, on a un haut-parleur... voilà. Donc, ici, on a une grande surface. Ici, on a une petite surface qui est avec alpha supérieur à 1. Et en fait, le rapport entre les deux, on peut obtenir rapport 1,3 dans ces eaux-là. Après, on ne peut pas aller à l'infini comme ça, mais disons, on peut aller jusqu'à un rapport 1,3, 1,5 maximum. Et ça permet, en fait, si ici le haut-parleur fait bouger d'un mouvement de X mm, on va avoir une grande surface qui va bouger aussi de X mm. Donc on a un rendement, entre guillemets, supérieur. En fait, ça a des caractéristiques assez intéressantes et en fait, ça se calcule à peu près comme un haut-parleur passif avec un coefficient alpha qui vient débouler là-dedans. Alors, bon, le problème, c'est que c'est pas vraiment fabriqué. On peut s'en fabriquer soi-même, hein, en faisant une espèce de cylindre, en achetant des membranes de tailles différentes, et on peut calculer, faire des haut-parleurs passifs de ce genre. Et ça a certaines caractéristiques intéressantes. Et c'est plutôt malin parce que ça permet d'obtenir un gros rendement alors que c'est attaqué avec une petite surface de ce côté-là. Et néanmoins, on pourrait se dire, oh, ben alors pourquoi pas faire un truc tout petit, un truc gigantesque, mais en fait ici le volume d'air ici va varier et donc le volume d'air qu'il y a ici va interférer là-dedans et va faire que le système ne sera pas aussi idéal que ça. Alors peut-être qu'en faisant avec du vide, ici, on pourra obtenir quelque chose d'un peu mieux. Donc là, c'est l'expérimentation pure. Voilà. Donc, ça, c'est bon, ça c'était une curiosité, mais disons, les trucs principaux à résonateur, c'est le basse réflexe et le haut-parleur passif. Donc, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ils fonctionnent de la même manière. C'est exactement pareil. Et, bon, ces deux-là ne peuvent pas vraiment être utilisés en même temps, mais on peut mettre plusieurs passifs différents pour avoir des résonateurs placés sur des fréquences différentes et on peut utiliser des basses réflexes, plusieurs basses réflexes différents avec des accords différents. Mais disons, le rendement de chacun ne va pas être forcément aussi bon parce que chaque évent, si on a plusieurs, va peut-être agir sur des bandes communes et être moins efficace chacun. Mais bon, après, il y a des logiciels très avancés comme LEAP qui permettent d'évaluer des enceintes d'une manière générale avec des cavités, des évents, tout ce qu'on veut au kilomètre. Donc, il y a d'autres types d'enceintes à résonateurs. Ellipson, on faisait des trucs à multiples résonateurs, mais sans évent interne. C'est par exemple des enceintes de ce genre. C'est des enceintes ici, avec par exemple un volume et des résonateurs. Mais il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de récupération de l'onde, simplement ça modifie la charge du haut-parleur à des fréquences différentes. Et donc, ça permet de modifier le volume, on va dire, je simplifie un peu, mais ça permet, vu du haut-parleur, de modifier son volume en fonction de la fréquence et d'avoir des caractéristiques différentes en fonction de la fréquence. Il existe donc des systèmes à résonateurs sans émission. Hein. Vraiment, là c'est l'autre aspect du truc, c'est changer la charge du haut-parleur. Les évents qui sont en sortie font les deux, changent à la fois la charge du haut-parleur, bien entendu, et émettent du son en sortie. Mais il n'y a pas que des systèmes à évents qui émettent à l'extérieur. Par contre, ils changent effectivement la charge du haut-parleur. Et ça, on peut le voir sur la courbe d'impédance. Mais ça, on le verra sur WinISD. Pourquoi sur la courbe d'impédance, on se retrouve avec deux bosses, par exemple. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là, on verra ça sur des trucs plus évolués. Là, c'est vraiment quelque chose de plus simple pour comprendre à peu près. Donc le fonctionnement de base, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a un haut-parleur, on a un système résonant, qui a une courbe de réponse de ce genre, et en fait, le résultat final, c'est le cumul des deux.
Alors là, je parle vraiment de résonateurs qui émettent du son. Pas comme ce que j'ai dit avant avec des résonateurs internes qui changent la manière dont le haut-parleur va être chargé. Ici, je parle vraiment des trucs standards, habituels. Donc ça, c'est le cas idéal. Ben voilà, j'obtiens une belle fréquence, une belle courbe de réponse bien plate, plus bas que le haut-parleur normal, parce que les vents, lui, va fournir de l'énergie qu'il aura accumulée par le haut-parleur à une bande où le haut-parleur n'avait plus grand-chose. On se dit, ouais, c'est super, c'est génial. On va faire ça parce que c'est trop top, c'est trop bien. Néanmoins, on n'est pas dans le meilleur des mondes, ça a des désavantages. Le problème, c'est que ces systèmes sont des systèmes à des ordres supérieurs, donc ils ont des réponses impulsionnelles moins bonnes. Alors pourquoi ces trucs-là ont des réponses impulsionnelles moins bonnes? Ça c'est facile à comprendre. Simplement, on peut comprendre ça d'une manière vraiment intuitive, simplement parce que ici, le haut-parleur, à cette fréquence-là, il a vraiment un rendement qui est assez faible. Bon, en pratique, les évents n'ont pas le même rendement que le haut-parleur à la fréquence. Ils sont en général, c'est une bosse un peu plus basse, puis voilà. Après, en fait, pour avoir un truc plat, il faut qu'il aille vraiment dans la zone, à se chevaucher avec le haut-parleur plus près. Ici, bon, je l'ai mis loin exprès, donc la courbe de réponse plutôt habituelle de ce genre de truc, ça va être un truc comme ça. C'est une courbe assez classique qu'on retrouve aussi quand l'évent est relativement loin du haut-parleur. Ici, le haut-parleur émet peu. Alors, par quel mystère un évent va émettre par exemple X décibels, alors que le haut-parleur en fournit X moins, je sais pas, ça peut être 20 décibels en dessous. Hein. Par quel miracle ça peut arriver? Alors que l'évent, lui, il n'a aucun générateur en lui-même, il ne génère pas, il ne crée pas de l'énergie ex nihilo. La seule source d'énergie, c'est le haut-parleur. Comment cela peut être possible? En fait, simplement, l'évent, il n'arrive pas à ce moment-là, à ce niveau-là, instantanément. Ce qui s'est passé, c'est que le haut-parleur, il a fourni l'énergie à l'évent graduellement jusqu'à atteindre un seuil d'équilibre. Et en fait, c'est en ça que ces systèmes sont plus lents et ont une réponse impulsionnelle détériorée. C'est que pour que l'évent émette réellement le truc, il faut qu'il ait eu le temps de pouvoir se mettre en route. Et donc, il faut un certain nombre de périodes de haut-parleur pour mettre en route ce truc. Et d'une manière opposée, quand le haut-parleur s'arrête, l'évent continue à émettre. Il doit dissiper son énergie. Donc, il continue à bouger jusqu'à s'arrêter. Et c'est en ça que la réponse impulsionnelle des systèmes basse réflexe est détériorée. Donc, ça descend plus bas qu'une enceinte close, a priori. Alors ça, ce que je viens de dire est faux, mais ça, disons que la courbe de réponse utilisable dans le bas est meilleure, mais la réponse impulsionnelle est moins bonne, malheureusement. Donc c'est fromage ou dessert. Mais avec le même haut-parleur, on peut descendre d'une manière utile plus bas. J'ai dit que c'est faux que le basse réflexe descend plus bas que l'enceinte close. C'est faux parce que le basse réflexe n'est pas un système monopolaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ça, c'est un aparté, c'est juste pour la culture. L'enceinte qui descend le plus bas en fréquence, c'est l'enceinte close. Étonnamment, non? Alors ça, on va dire, il dit n'importe quoi. Alors, quand je dis qu'elle descend le plus bas, c'est, je sais pas, à 0 Hz. Le monopôle, c'est quoi? C'est l'enceinte close. Pourquoi? Parce qu'il y a une émission que d'un côté, une émission de l'autre côté, elle est complètement annihilée et elle reste dans l'enceinte. Le basse réflexe, c'est pas un monopôle. Simplement parce que l'onde arrière est récupérée et quand même ressort par l'avant. Donc, à 0 Hz, qui est la fréquence ultime basse, quand on appuie sur le haut-parleur ici, ben, l'air là est sorti et le bilan est nul. Donc il y a 0 niveau à 0 Hz. Par contre, quand on a une enceinte close, si le haut-parleur avance, eh ben, dans la pièce, on a une compression. Et donc on a un niveau sonore à 0 Hz avec un monopôle. C'est pour ça que la réponse, la réponse basse, la plus basse, on va dire, des enceintes, c'est l'enceinte close. Enfin, c'est le monopôle. Bon. Ça, c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai dit que l'enceinte basse réflexe descend plus bas dans la zone utile, évidemment. Et sinon, c'est un système à un ordre supérieur, donc la courbe de réponse chute beaucoup plus vite que l'enceinte close. Alors ça aussi, c'est intéressant de savoir pourquoi la courbe de réponse en enceinte close est meilleure dans les basses que le basse réflexe. Alors je vais essayer de dessiner comme ça. On va prendre le même haut-parleur, donc un haut-parleur comme ça, ici il est en enceinte close. Okay.
En basse réflexe, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la même courbe à peu près, on va dire que c'est à peu près la même, avec, lui, son aimant, comme ça. Donc la courbe résultante globale du truc, ça va être ça. Donc ça va être un truc comme ça, et après, ça va être ça. Et en fait, ok, il y a plus de basse ici. Souvent, on le veut là, c'est plus intéressant là. Mais après, il va descendre beaucoup plus vite. C'est-à-dire, ici, ça va être du quatrième ordre, ici, ça va être du deuxième ordre. Et l'enceinte close aura beaucoup plus de basse que l'enceinte basse réflexe. À partir d'un certain point où ça va coller, ça va se couper à un endroit. Alors pourquoi c'est comme ça? En fait, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le monopôle et les enceintes qui émettent dans les... qui récupèrent l'onde des deux côtés. C'est que ici, les vents, quand on arrive dans cette zone-là, ils se comportent de plus en plus comme un trou qui n'a plus aucun effet. Donc en gros, on a un court-circuit acoustique qui est en train de s'établir entre le haut-parleur et l'onde qui sort de l'évent. L'évent, lui, n'accumule plus d'énergie à ces fréquences-là. Donc en gros, l'air passe au travers comme s'il n'y avait rien. Et si on prend un haut-parleur actif-passif, c'est exactement pareil. Quand on appuie sur le haut-parleur, le passif avance, puis c'est tout. Et si on le fait très lentement, en fait, on a deux haut-parleurs équivalents qui émettent en opposition de phase. Donc le niveau est nul. Donc ici, ça va vraiment s'atténuer de plus en plus fortement parce que le résonateur va contrer le haut-parleur lui-même encore plus parce que lui va émettre dans le sens inverse du haut-parleur. Donc on va avoir une chute plus brutale, plus forte lorsqu'on utilise des résonateurs. Donc ça aussi, c'est un système qui donne l'impression d'avoir plus de basse, mais il y a un moment où le système clos va avoir plus de basse. Alors, autre différence entre les deux, c'est que au niveau de la protection du haut-parleur lui-même, le comportement de ça et ça n'est pas le même. Le comportement entre baffle-plan, clos et haut-parleur résonateur ou passif et basse réflexe, c'est deux trucs différents, ils ne vont pas se comporter de la même manière au niveau de la protection des haut-parleurs et au niveau de la fiabilité. Ça se comporte différemment. Alors, le cas le plus simple en soi, c'est l'enceinte close. L'enceinte close, elle a son haut-parleur. Et ici, on a un volume d'air qui agit comme un ressort. Alors, plus le haut-parleur va débattre, plus le volume d'air ici va contrer le débattement. Donc, il y a une protection du haut-parleur par l'air qui est là-dedans, qui va se comporter comme un ressort de plus en plus fortement que le déplacement sera élevé. Donc c'est une protection du haut-parleur, l'enceinte close. Et elle sera d'autant plus forte que l'enceinte sera petite. Donc le haut-parleur est protégé pour les extrêmes basses fréquences dans l'enceinte close. Quand il s'agit d'autres enceintes, c'est beaucoup moins glorieux. Alors le pire, c'est le baffle-plan. Le haut-parleur, il a l'air libre. Donc le moindre watt à 20 Hz, le baffle-plan, il va talonner. Donc c'est aussi une raison pour laquelle le baffle-plan n'a absolument aucun intérêt. Ou alors, il faut mettre des caissons de grave et couper ce truc-là. Ça, c'est un des défauts. Le problème, c'est que le basse réflexe et tous les systèmes à résonateurs à très basse fréquence ont ce style de comportement. C'est-à-dire les résonateurs disparaissent avec les très basses fréquences et le haut-parleur se retrouve comme s'il était à l'air libre. C'est-à-dire que l'onde arrière se retrouve à passer au travers, que ce soit un passif ou un basse réflexe, c'est pareil. Il se retrouve à passer comme s'il n'y avait plus de résonateur, il se retrouve à l'air libre et il n'est pas protégé. Alors, quand il s'agit de système à résonateur, il y a deux zones particulières. Il y a vraiment deux zones. Il y a le haut-parleur, il y a les vents, et il y a la courbe résultante. Il y a vraiment des zones distinctes ici. Il y a vraiment des zones distinctes. Alors ici, ce qui se passe, c'est que si je dessine le débattement à peu près du haut-parleur, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà. Si c'était en enceinte close, on aurait quelque chose, je n'ai pas assez de couleurs, mais bon, on va prendre, j'ai quoi, j'ai du bleu, comme ça. Si c'était en enceinte close, on aurait quelque chose comme ça. Hein? Donc on voit bien qu'il y a quand même des intérêts et des inconvénients entre les trucs. L'enceinte close est mieux protégée, par contre, l'enceinte basse réflexe va partir beaucoup plus vite en débattement, comme disons le baffle-plan. Par contre, au niveau de la résonance ici, le débattement du haut-parleur est minimal. Et ça, c'est justement l'effet du résonateur en retour sur le haut-parleur.
c'est en fait à cause de l'équilibre entre le haut-parleur et le débattement du résonateur qui fait qu'on se retrouve, le haut-parleur va débattre suffisamment pour obtenir ce rendement-là. S'il bougeait plus, en fait, si le haut-parleur bougeait plus, le résonateur bougerait plus, et comme le résonateur est en liaison directe avec le haut-parleur via l'enceinte, en fait, il pousse en retour contre le haut-parleur. Et il empêche le haut-parleur d'avoir des débattements trop élevés. Et en fait, il y a un équilibre qui se fait entre les débattements de l'air dans les vents, par exemple, ou du passif, et le débattement du haut-parleur, pour obtenir un point d'équilibre. Et en fait, ce point d'équilibre, c'est le débattement que doit avoir le haut-parleur pour compenser les pertes du système. Et c'est pour ça qu'un système qui a très peu de pertes, en fait, le débattement il est quasiment nul. Par contre, un système qui a des fuites, le débattement il sera plus élevé à ce niveau-là. En fait, à cet endroit, quand le système est établi, le haut-parleur il bouge suffisamment pour compenser les pertes de l'évent ou du haut-parleur passif, pertes qui sont des frottements visqueux, qui sont des frottements dans les suspensions pour les passifs, etc. Et en fait, c'est un équilibre. C'est un système, c'est une forme de contre-réaction qui a lieu ici. Mais néanmoins, dans cette zone-là, le haut-parleur est très protégé. Il est protégé mécaniquement. Par contre, électriquement, comme il bouge très peu, là, il peut chauffer beaucoup plus. Hein? Il faut bien voir que dans les zones d'extrême basse fréquence, ce n'est pas la puissance qui limite au niveau des haut-parleurs, c'est l'aspect mécanique. Donc il est important de faire des basses, d'avoir des haut-parleurs avec une limite mécanique élevée. Si on veut faire du 20 Hz, il faut un Xmax suffisant. Alors, l'avantage du basse réflexe, c'est s'il est accordé très bas, on peut avoir des très très basses fréquences avec des débattements assez faibles du haut-parleur. C'est ça qui rend vraiment l'intérêt du basse réflexe ou du système actif-passif. Quand je dis basse réflexe, on peut le substituer à actif-passif. Alors, ici, il est protégé. Ici, il monte parce que le résonateur n'a pas vraiment encore d'impact. Alors, je l'ai dessiné comme ça. En fait, ce serait plus proche simplement de la courbe normale en enceinte close et après une chute. Hein, il n'est pas plus éclairant. Par contre, après, il n'y a pas l'élasticité de l'enceinte vu que le basse réflexe ou le passif se comporte comme une ouverture. Donc, voilà l'intérêt du basse réflexe. Il y a une protection dans la zone de fréquence de résonance. Par contre, après, on perd l'intérêt de l'amortissement dû à l'air dans l'enceinte close. Hein, c'est toujours fromage ou dessert. C'est pas. Hein, voilà, ça c'est le problème. Donc, voilà. Et c'est à peu près tout. Alors, pourquoi ici on se retrouve avec ça? Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais donc, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de choses qui interfèrent entre elles et qui conditionnent le choix. Maintenant, bon, ceci étant, c'est bien joli tout ça, mais voilà, j'ai mon haut-parleur, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, c'est là où interviennent les paramètres du haut-parleur. Et il existe des recettes simples qui permettent de savoir si pour un haut-parleur donné, on vaut mieux avoir un basse réflexe, vaut mieux avoir du clos, qu'est-ce qui serait le meilleur rapport, taille, rendement, etc. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. Alors, une manière standard d'utiliser, c'est ce qu'on appelle le coefficient EBP, qui se calcule sur la fréquence de résonance sur le coefficient de qualité électrique. Et selon le nombre qu'on obtient, on se retrouve avec un intervalle. Et en général, c'est à peu près ce qui se passe. Quand on est inférieur à 50, il faut mieux utiliser une enceinte basse réflexe. Ça veut dire qu'on a un haut-parleur qui est fortement amorti, qui n'aura pas de basse. Donc on va mettre un basse réflexe pour récupérer les basses. Ici, ça peut être un basse réflexe ou un clos. Ici, on est dans une zone grise où les deux peuvent convenir. Et ici, on serait plutôt dans le clos. Simplement, ici, on va se retrouver avec des systèmes sous-amortis, donc avec des courbes assez comme ça. Ici, on va avoir des systèmes relativement équilibrés. Et ici, on va avoir des systèmes qui ont tendance à avoir des bosses qui sont sous-amortis. Donc, on peut calculer ce truc-là. WinISD le calcule automatiquement et donne une indication sur tel haut-parleur, vous mieux l'utilisez en enceinte close et en basse réflexe. Sachant qu'il y a toujours une zone grise et il y a des moyens de se retrouver dans des situations un peu ambiguës. Alors, moi j'utilise une autre technique qui fonctionne relativement bien, enfin, qui donne aussi un indicateur qui est plus simple, c'est avec le QTS. Alors c'est pareil, c'est des zones. Alors, il faut bien voir que c'est uniquement indicateur et après il faut simuler pour voir. Néanmoins,
Et QTS de l'ordre de 0, alors ça peut descendre à 0,05, hein, ça peut être des trucs ultra amortis jusqu'à, on va dire, 0, allez, 0,5 à peu près. Et ici, on va dire, allez, 0,7. Et après, on peut avoir 1, 1, 2, des valeurs très élevées. Donc ici, on a des trucs ultra amortis. Donc on a des trucs avec des courbes de réponse très bien. Ici, on a des trucs intermédiaires. Et ici, on commence à avoir des courbes de réponse avec des bosses. C'est des systèmes d'ordre 2, donc il y a un moment où le coefficient de qualité il est sous-amorti et on commence à avoir une surtension. Donc, effectivement, quand on a un coefficient de qualité qui est super bas, donc qui est un système suramorti, ben, pour avoir des basses, ben, il faut suppléer le manque. C'est logique. Ici, ben, on peut mettre quelque chose de très bas ou se contenter d'une enceinte close parce que naturellement, l'enceinte a tendance à descendre bas. Si on a un haut-parleur qui a une fréquence de résonance très basse, ben, on va avoir quelque chose qui est plus ou moins plat à une fréquence très basse. Voilà. Et quand on est au-dessus, alors là, le problème c'est que là on a une surtension. On ne peut pas corriger une surtension avec un évent. Ça va être difficile. Et en plus, on ne peut pas enlever, quoi qu'il se passe, une surtension avec un système mécanique. Alors, il y a quand même un cas où on peut le faire quand même, et c'est le baffle-plan. Le baffle-plan, lui, il a tendance, à cause du court-circuit acoustique, d'avoir un niveau inférieur à ce qu'on pourrait avoir normalement dans une enceinte close. Donc on peut compenser le fait que le court-circuit acoustique arrive à un certain moment avec la surtension naturel du haut-parleur, ce qui fait qu'on étend la réponse dans le grave et on rabote la bosse. Alors ça, c'est un exercice de haute voltige, parce qu'il faut vraiment bien tomber sur le truc, il faut avoir des dimensions qui sont en rapport à la fréquence que l'on veut, disons, raboter. Et si on veut du 30 Hz, c'est même pas la peine, parce qu'on va avoir un panneau de combien de 7 mètres, ça va être un truc, ça va être infaisable. Mais disons, sur le principe, une bosse du haut-parleur peut être compensé par le court-circuit acoustique qui a un baffle-plan. C'est le seul cas où on peut utiliser ce style de haut-parleur. Sinon, les haut-parleurs avec des QTS de ce genre, c'est plutôt à déconseiller. Vraiment, c'est plus des trucs à air libre, mais le problème, c'est qu'on a le souci de la fiabilité à très basse fréquence, donc ça, vaut mieux éviter. Donc on se retrouve plutôt dans ces zones-là. Alors ici, on déconseillerait le basse réflexe dans cette zone-là. Néanmoins, il existe quand même des cas où on peut utiliser un peu le basse réflexe, mais ici, en fait, ce qui va se passer quand on va avancer là-dedans, c'est si on utilise un basse réflexe en avançant en QTS comme ça, ici, on aura tendance à utiliser le basse réflexe vraiment bien sur la courbe du haut-parleur, et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va utiliser le basse réflexe de plus en plus loin. Donc on va avoir ça, et puis le haut-parleur qui va faire ça. Parce que le haut-parleur va avoir tendance à avoir plus de niveau ici. Et donc le basse réflexe, il vaut mieux l'éloigner d'un niveau relativement élevé, sinon on risque d'avoir des bosses. Et en fait, plus on va avancer en QTS, plus on aura tendance à avoir un évent qui va être éloigné de la courbe de réponse. Simplement parce que la courbe de réponse, qui est suramortie ici, va commencer à être plus élevée, et va être de plus en plus élevée, voire avoir un QTS supérieur à 0,7, donc commencer à avoir des surtensions, dans ce cas-là, il faut avoir vraiment l'accord qui est très très bas. Alors l'intérêt ici de l'accord, c'est que ici le haut-parleur va émettre tellement peu que l'évent va être assez peu efficace. Mais on va profiter de la protection du haut débattement quand même. C'est un avantage ici. C'est ce qui se passe avec le Raptor. Le Raptor, il a un QTS dans ces eaux-là. Il n'est pas vraiment, normalement, utilisable en basse réflexe. Sauf qu'on peut quand même utiliser le basse réflexe sur les haut-parleurs à fort QTS ou à fort EBP. Simplement, le haut-parleur en lui-même, il fournit pas mal de basses. On peut mettre un évent assez éloigné du haut-parleur. Donc en fait, son efficacité va être plus faible, parce qu'il va être attaqué vraiment par un niveau beaucoup plus faible. Mais on va avoir une courbe à peu près de ce genre, avec un plateau comme ça, typique de ce genre de truc. Donc on va récupérer un peu, et surtout on va protéger le haut-parleur dans cette zone-là, qui est à très basse fréquence. C'est un avantage. Donc on a des basses, et en plus on est protégé. Par contre, au-delà, là, il faut vraiment avoir des haut-parleurs ultra solides pour éviter des talonnements. Donc ça, j'en reviens à un paramètre très important, c'est la mécanique du haut-parleur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près. Je
pense qu'il est plus important de regarder la construction du haut-parleur plutôt que ses paramètres. Parce que finalement, à part des trucs exotiques, on peut toujours se débrouiller avec des haut-parleurs avec des paramètres de toutes sortes. Néanmoins, il faut regarder la construction et la solidité. Un des paramètres, moi, que je mets vraiment en avant, même s'il est souvent défini d'une manière plus ou moins vague, c'est le X-Max. C'est la constance du BL selon le déplacement, c'est-à-dire la zone linéaire du haut-parleur en utilisation. De plus en plus de fabricants les fournissent, enfin, ceux qui utilisent des Clipple ou des choses comme ça. Certains, dans Voice Coil Magazine, les bandes essais des haut-parleurs fournissent ces courbes de BL en fonction du déplacement et toutes ces choses-là à forts signaux. Et ça, ce sont des paramètres qui sont très très intéressants à regarder avant de choisir un haut-parleur. Plus que les caractéristiques de Thiel et Small, déjà les caractéristiques mécaniques devraient être regardées d'abord. Parce que de toute façon, après, on peut toujours se débrouiller. Alors idéalement, avoir un haut-parleur avec une très grande solidité mécanique et des grands débattements d'une manière linéaire, un rendement, on s'en tape, vraiment, ça c'est c'est un autre mythe que j'aurais pu mettre, le mythe du haut rendement par rapport au bas rendement, mais le haut-parleur, s'il est bien construit, même s'il est bas rendement, ça n'a aucune importance. Il faudra simplement plus de watts, mais il pourra les supporter sans problème. Mécaniquement, il aura les mêmes débattements, sauf qu'il faudra plus de watts. Mais un haut-parleur avec des gros aimants, avec des grosses suspensions, etc., même s'il a un rendement moyen, genre 90 décibels, il marchera quand même et il sera très bon. Hein, il ne sera pas mauvais. Par contre, si on a des Altec, genre 515, des trucs comme ça, qui ont des rendements pas possibles et des QTS ridicules, ils ont des rendements ridicules à 20 Hz ou à 30 Hz. On ne peut pas en faire grand-chose à part faire des armoires normandes. Donc, moi, personnellement, je déconseillerais les vieux haut-parleurs. Parce que souvent, ils ne sont pas intéressants. On ne peut pas obtenir vraiment des résultats extraordinaires dans les basses fréquences avec ça. On est obligé d'avoir des gros trucs et finalement, on peut faire la même chose avec plus petit. La solidité des haut-parleurs est un paramètre qui devrait être pris d'abord et avant tout. Et après, les paramètres de Thiel et Small vont conditionner le choix ici et la construction. Mais c'est important de choisir des haut-parleurs ultra fiables et connaître parfaitement les caractéristiques, on va dire, du fabricant au niveau fort signaux. Donc le X-Max, c'est quelque chose de très important. Peut-être plus important que la puissance admissible. Parce que dans les basses fréquences, c'est lui qui va limiter. C'est pas trop la puissance en elle-même. Donc ça, c'est important. Okay, donc on va finir sur un autre aspect qui peut arriver selon différentes situations. Par exemple, on a un certain nombre de haut-parleurs et on veut obtenir une puissance qui est supérieure à ce qu'un seul haut-parleur pourrait fournir. Donc on veut se retrouver dans la situation où on met plusieurs haut-parleurs dans la même enceinte. Plusieurs haut-parleurs identiques, actifs et branchés ensemble. On peut avoir le même cas de figure, par exemple sur les Raptor 6, où le VS est tellement petit que l'enceinte serait beaucoup trop petite si on n'utilisait qu'un seul haut-parleur. Où en fait on essaye de faire une enceinte plus grosse en mettant deux haut-parleurs. Alors c'est plusieurs cas de figure où en fait la mise de plusieurs haut-parleurs identiques dans la même enceinte vont changer les caractéristiques, certaines caractéristiques de base et vont se comporter comme s'il y avait un seul haut-parleur mais qui a des caractéristiques différentes. Alors si par exemple je prends deux haut-parleurs identiques dans une seule enceinte par rapport à un seul et je garde le même volume. Ça c'est équivalent à une seule enceinte de même volume avec un haut-parleur évidemment plus gros. Et ce haut-parleur-là, en fait, le paramètre qui va changer ici, c'est avec le VS qui va doubler. La masse mobile, elle a doublé, parce qu'on a deux cônes. Hein, et on se retrouve avec un haut-parleur équivalent avec ces paramètres-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour obtenir la même chose, ici, donc l'enceinte est un volume double. Donc, il faut une enceinte plus grosse. Donc quand on a des haut-parleurs multiples comme ça, le volume de l'enceinte va grossir aussi en même temps pour garder les caractéristiques. Bon, la masse mobile est doublée évidemment de fait pour les deux trucs, mais l'essentiel de l'extérieur, c'est que l'enceinte doit avoir un volume doublé pour obtenir la même chose qu'avec un seul haut-parleur. Si on veut obtenir la même courbe qu'avec un seul haut-parleur, on est obligé de doubler le volume. Sinon, si on garde le même volume en mettant deux haut-parleurs, en fait, on se retrouve avec la courbe de réponse d'un haut-parleur avec le volume moitié. Okay, bon. Ça, c'est une des choses principales qui arrive au niveau des paramètres du haut-parleur.
Quand on met n haut-parleurs, le VAS est multiplié par n et la masse est multipliée par n. Donc le volume à mettre de l'enceinte doit être multiplié par n pour revenir aux caractéristiques à un seul haut-parleur. Autre caractéristique, c'est le rendement de l'enceinte. Alors qu'est-ce qui se passe quand on passe de 1 à 2 haut-parleurs? Alors, il se passe deux choses en même temps. La première chose, c'est que la surface émissive va doubler. On a 2 S. La surface émissive va doubler, donc on a plus 6 décibels de rendement, évidemment, en pression. Mais le problème, c'est que si on a mis 1 watt en entrée, le 1 watt qu'on a mis dans un haut-parleur, là il se retrouve distribué sur 2. Donc chaque haut-parleur reçoit la moitié de la puissance. Donc on a chacun. Donc on a moins 3 décibels. Vous allez voir qu'ici, la surface émissive, c'est ce qui fait bouger l'air. On se retrouve dans des grandeurs qui sont des grandeurs comme des tensions, sauf qu'ici ce sont des pressions. Donc on est en 20 log de quelque chose. Ici on est en puissance. Donc on se retrouve en 10 log de quelque chose. On travaille sur des choses, des concepts différents. Il faut revenir sur la vidéo, sur la notion de décibels lorsqu'on travaille avec des puissances ou des énergies. Il faut bien voir que là, c'est de l'énergie acoustique qui a doublé. Hein, on a 2 fois la surface d'énergie acoustique. Ici, c'est des watts, c'est une puissance. Okay, donc le bilan global, c'est plus 3 décibels. Donc si on veut doubler le rendement du système, on met 4 haut-parleurs. Alors il existe un autre système, qui est ici ce qu'on appelle l'isobarique. Alors il ne sert pas du tout à faire ça, il ne sert pas du tout à augmenter le rendement ou des trucs comme ça. Il sert avant tout à une seule chose, c'est à diminuer le volume de l'enceinte. Alors comment ça marche? On a une enceinte, on a des super haut-parleurs qu'on a acheté à prix d'or, ou qu'on adore et qu'on voudrait utiliser. Sauf que ce haut-parleur, il a un VAS gigantesque. C'est-à-dire qu'en gros, il est très souple. Le problème, c'est que quand on commence à calculer les enceintes, on a les armoires dormantes. Et ça, c'est le bordel. Et il y a un moyen de faire que on peut obtenir le haut-parleur équivalent avec un VAS plus faible. Alors, je vais le mettre comme ça, il y a plusieurs configurations, mais ce qui compte, c'est qu'on se retrouve avec 2 haut-parleurs. Il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui est branché dans l'autre. Ce qui compte, c'est qu'ils aillent dans le même sens. Alors, je le mets comme ça, pour une certaine raison qu'on verra, c'est que ça, c'est une configuration qui est intéressante, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer un cylindre ici, avec 2 haut-parleurs comme ça, qui sont dans le même sens. C'est tout à fait équivalent. Mais on peut le mettre l'un face à l'autre, ça a un autre intérêt. Mais pour l'instant, c'est juste trouver le haut-parleur équivalent de ça. Mais ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que ça se comporte comme un seul haut-parleur. Il y a 2 fois la masse mobile, évidemment, il y a 2 cônes, pareil. Mais les suspensions sont mises en parallèle. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 2 suspensions en même temps. Donc la rigidité est doublée. Donc le VAS de ce truc est divisé par 2. Le VAS contient la surface du haut-parleur émissible. Elle reste identique. Par contre, on a 2 suspensions à faire bouger. Donc la rigidité est doublée. Donc le VAS est divisé par 2. Contrairement au truc d'avant, on a 2 haut-parleurs en avant. On a la même souplesse, c'est les mêmes haut-parleurs, mais on a doublé la surface. Donc le VAS a doublé. C'est une chose, c'est vraiment les deux opposés. On a divisé le VAS par 2. Et le volume de l'enceinte, lui, dépend directement du VAS. C'est-à-dire qu'en faisant ça, si on veut conserver les mêmes caractéristiques qu'avec un haut-parleur unique, il suffit de diviser par 2 le volume de l'enceinte. Et ça permet d'obtenir des très bons résultats avec des très bons haut-parleurs pour des VAS gigantesques. Ça a un autre avantage. Alors, si le haut-parleur est très bon, l'avantage est plutôt réduit, mais c'est un avantage, c'est que ce système, qui est un système push-pull, contrairement à celui où on pourrait mettre les 2 haut-parleurs dans le même sens, c'est un système push-pull, ça veut dire que quand il y en a un qui avance, on recule. Alors, mécaniquement, un haut-parleur idéal, si on fait bouger la membrane, si on fait avancer ici
si ici on met une force et ici le déplacement, s'il est linéaire et idéal, on a une droite. C'est-à-dire que le déplacement est proportionnel à la force. Sauf qu'en réalité, bon déjà, dans le meilleur des cas, ça fait ça, jusqu'au talonnement. Mais en plus, alors, dans la réalité, c'est bien pire que ça. Dans la réalité, on peut se retrouver avec des trucs comme ça. C'est-à-dire que le haut-parleur, il n'est pas à une position d'équilibre, il est décalé. Il peut aussi se retrouver avec des trucs comme ça, qui sont asymétriques. C'est-à-dire qu'il est plus mou dans un sens que dans l'autre. Et donc, dans la vie réelle, les haut-parleurs ne sont pas symétriques au niveau de leur déplacement. Et l'avantage de les mettre en tête bêche, c'est que quand il y en a un qui avance et l'autre recule, on se retrouve toujours dans la même situation. Il y en a toujours un qui est dans un sens et l'autre dans l'autre. Et donc, on a une compensation de la distorsion de déplacement. Ici, ce sont les distorsions d'ordre pair qui s'annulent par un système push-pull mécanique. Donc, théoriquement, ces haut-parleurs-là produisent moins de distorsion que le haut-parleur unique. Parce que ça compense et ça équilibre les différences de déplacement mécanique des haut-parleurs. Alors quand ils sont très bons, il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là, mais ça a cet avantage potentiel aussi. Donc ça, c'est un montage très intéressant, même s'il est absolument hideux, il est très intéressant. Alors l'autre moyen de le faire, et c'est moins efficace, c'est plus les haut-parleurs sont couplés, plus c'est efficace. Alors l'autre moyen qui est plus joli, c'est de faire ça, de les mettre aimant contre aimant, comme ça. Sauf qu'ici, on a un couplage qui est moins bon. Et il faut se méfier, ça va fonctionner qu'à très très basse fréquence. Dès lors que la longueur d'onde va être de l'ordre de ce truc-là, on va perdre le couplage entre les deux haut-parleurs. Ils peuvent carrément se retrouver en opposition de phase. Si vraiment, c'est-à-dire que ça, c'est pas utilisable du tout en haute fréquence, entre guillemets. Donc ça, c'est exclusivement pour les caissons de basse qui ne vont pas monter au-delà de quelques dizaines de Hertz. 100 Hertz ou plus, après, ça va commencer à poser des problèmes. Donc, les meilleurs isobariques, c'est vraiment les haut-parleurs face à face avec l'aimant qui sort. C'est pas très joli, mais bon, c'est idéal. Donc ça, c'est un montage qui peut être intéressant. Alors après, j'ai parlé de différents types d'enceintes. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y a des tonnes de trucs, mais il y a plein de variantes sur le basse réflexe. Parce que le basse réflexe, c'est un haut-parleur conventionnel avec un aimant. Donc la courbe de réponse, c'est celle du haut-parleur conventionnel avec l'aimant. Mais il existe des cas où on voudrait juste l'aimant, une courbe comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas filtré le haut-parleur et en plus on a des basses. Bah, c'est simple, hein, il faut foutre le haut-parleur dedans. Hein. C'est-à-dire que je mets le haut-parleur dedans, chargé par exemple en 5 closes et un aimant. C'est-à-dire que la seule source, c'est l'aimant. Le haut-parleur, lui, peut être en 5 closes, on s'en fout. Lui, il va exciter l'aimant et l'aimant va avoir sa courbe. Voilà. Et ça, c'est un autre système d'enceinte où la seule émission, c'est un trou avec le haut-parleur à l'intérieur. Et là, l'avantage de ça, c'est si on fait des questions d'extrême basse, qu'il n'y a pas, théoriquement, il n'y a pas besoin de filtrage du tout parce qu'il est entièrement mécanique, ici, au niveau de l'aimant. Le problème, c'est que l'aimant, il laisse quand même passer des saloperies et bon. Et il y a toutes sortes. Alors, on pourrait faire encore pire, c'est mettre 2 aimants. Voilà. Donc là, on se retrouve avec des systèmes d'ordre encore plus élevé. Là, c'est plus du 6e ordre. Hein, et alors là, la mise au point de ça, c'est très difficile parce qu'on a 2 cavités, 2 volumes qui doivent être différents parce qu'ici, il ne faut pas que ça s'annule. Donc l'accord peut être différent, enfin, ça peut être extrêmement compliqué. Il n'y a pas de recette là. Alors là, c'est l'expérimentation et c'est extrêmement instable. Le problème, c'est que ça varie au moins de paramètres du haut-parleur. C'est très déconseillé de se lancer dans des trucs comme ça. C'est extrêmement instable, c'est très 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 sensible aux variations de paramètres. Donc, vaut mieux rester à des enceintes standards, même si on peut, avec des logiciels de simulation ultra évolués comme LEAP, on peut vraiment simuler le cas général avec X haut-parleurs, X évents, X dans des tas de cavités dans tous les sens, et obtenir ce qu'on veut. Mais bon, c'est plus, c'est plus pour rigoler qu'autre chose, quoi. En pratique, on ne fait jamais ça. Donc voilà, c'est vraiment survoler les différents types d'enceintes, les différents types de fonctionnement. Après, je vais avoir un épisode sur vraiment les paramètres de Tilly-Small et les fonctionnements acoustiques avec les schémas, les équivalents électriques acoustiques des enceintes pour voir comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe sur certains aspects. Mais bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails ici. Là, simplement, c'était juste pour donner une idée quand on a un haut-parleur, vers quoi on veut tendre et vers quels paramètres qui semblent importants. Si on veut privilégier les basses fréquences, la réponse impulsionnelle, la taille, etc. Donc,
Là, j'ai donné quelques indications sur quel facteur telle chose est importante. Après, c'est selon la situation et selon les cas, selon ce qu'on a voulu acheter comme haut-parleur, si on préfère acheter un haut-parleur et en déduire l'enceinte, si on veut faire une enceinte avec telle caractéristique et choisir le haut-parleur dans les bases de données des haut-parleurs, etc. C'est très difficile. Très difficile d'imaginer comme ça, je vais faire ça et puis tout, que j'ai tout de suite mon haut-parleur et ça va le faire. C'est plus compliqué que ça. Et c'est là que vient vraiment intervenir les simulations, c'est pour voir si on ne va pas dans la mauvaise direction. Ça permet de voir exactement ce qu'on va faire et d'optimiser. Parce que si on peut faire la même chose en un peu plus petit, c'est quand même plus intéressant. Si on peut faire la même chose sans basse réflexe, parce que c'est plus difficile à mettre au point et qu'on peut faire en clos, autant le faire en clos. Et quitte à avoir une petite correction avec un DCX, on peut obtenir quelque chose de bien. Et en plus, l'enceinte est plus protégée. Voilà. Donc, souvent, il y a même plusieurs solutions possibles. Et après, c'est selon la facilité, le temps qu'on passera dessus, la finition. C'est une enceinte basse réflexe, c'est pas aussi simple que ça à construire si on veut le faire correctement. Une enceinte close, c'est beaucoup plus facile. L'enceinte basse réflexe a des problèmes d'écoulement dans les évents. Et rien que le sujet des évents en eux-mêmes, pour les fabriquer, quelle longueur, etc., je pourrais faire un épisode d'1 heure dessus, rien que là-dessus. Sur la taille, combien, la vraie longueur, le problème des résonances de tuyaux d'orgue qu'ils peuvent faire s'ils sont trop longs. Enfin, il y a plein de choses qui viennent jouer. Mais les logiciels de simulation comme WinISD permettent d'obtenir ces infos. Et ça permet de savoir vraiment où on va. Parce que c'est difficile de deviner, dans mon enceinte, l'évent il va avoir telle taille. C'est très difficile, faut le calculer. Donc c'est là l'avantage de ces logiciels-là. Donc la prochaine fois, on va enfin utiliser WinISD. On va faire les calculs avec les valeurs que j'ai mesurées sur le Raptor, sur ce haut-parleur extrême, et voir que ce haut-parleur est difficile à mettre en œuvre, parce qu'il résonne haut, il a un VS très faible, etc. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Et on va pouvoir voir les différentes situations, les différents comportements sur la simulation, et après choisir finalement la solution définitive qu'on va opter et qu'on va fabriquer.